Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bande Kotokolo Bassi, naufrage. Le gouvernement appelle aux poursuites contre les auteurs bakanga bateau yo oyo basalaki bamemaki bateau na niveau ndenge komaki et puis injonction ekepa ba gouverneur alors bande conciliation ezapena ya kosakana te. Alors bokoyoka na émission débat bakoloba Syria. Ils ont dit ceci: 5 jours après le naufrage, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabane, a recommandé des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces drames. Il a ordonné aux procureurs généraux de Nord Kivu et Sud Kivu de faire en sorte que ceux qui ont occasionné cet accident répondent de leurs actes. Bandeko match et Zamobulu. Alors, Tolanda, débat, Toyoka, pourquoi Bakangi Bango? Parce que le ministre à travaux Jean-Pierre Bemba a suspendu les commissaires l'accuse du fluvio avant d'exiger le contrôle. Donc, à exclure Nabatouana, donc station Peneza ya Kosakanati, Naba Bemba, Bakoti na Katamasu. Tolanda, débat, bon moto avance. 5 jours après le naufrage tragique survenu sur le lac Kivu, jeudi dernier, le bilan provisoire officiel est de 30 morts, 80 rescapés. On estime qu'il y aurait peut-être des personnes disparues, même si on n'en parle pas trop. Difficile donc, dans ces conditions, de donner avec exactitude le nombre des passagers, je voulais dire, à bord de ce bateau qui a chaviré. En l'absence de tout document servant des manifestes, le comité des victimes mis en place déclare avoir enregistré 36 morts et identifié 623 disparus en se basant sur les témoignages des familles dont les membres sont jusqu'ici manquants. Quant aux causes de cet accident, elles restent encore à élucider. Denise Lukeso et Donna Madimba nous en disent plus. Denise Lukeso, bonsoir. Bonsoir, Donna Madimba. En attendant d'en savoir beaucoup plus sur un bilan crédible et définitif, où en est-on aujourd'hui avec les recherches et notamment la localisation du bateau naufragé? Oui, Donna, il faut dire qu'une équipe conjointe de plongeurs locaux, police lacustre, force navale et de la SADC est toujours à pied d'œuvre. Hier dimanche, l'équipe a pu localiser le bateau qui se situerait à 200 mètres de profondeur des eaux du lac. Le service est habilité pour suivre encore les recherches des corps coincés dans le bateau, sous les eaux, même si pour l'instant il n'y a pas encore de résultats probants. Et de son côté, la ministre des Affaires sociales a annoncé l'arrivée dans les prochains jours de services spécialisés et de la société Chani Metal qui dispose, selon elle, de la logistique pour appuyer ses efforts. Alors, Denise, quelle est l'ambiance aujourd'hui dans la ville au 5e jour de cette tragédie? Donnant 5 jours après, Goma a difficile de se remettre après cet accident. Au moment où des corps sont gardés à la morgue en attendant leur inhumation, certaines familles à Goma et à Minova, désespérées de ne pas retrouver leurs proches, organisent déjà le deuil, alors qu'une autre partie des familles, angoissées, continue de passer des journées entières aux abords du lac Kivu, au port de Kituku, non loin du lieu du drame, dans l'espoir, bien sûr, de retrouver les corps remontés en surface ou tout simplement d'obtenir des informations supplémentaires. Donna, il faut noter cependant que l'autorisation est désormais accordée par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, aux familles éplorées de procéder à l'enterrement des corps déjà retrouvés et identifiés. Denise Lukeso, le gouvernement congolais a dépêché quelques membres du gouvernement pour suivre de près cette situation. Y a-t-il à ce jour des mesures qui sont prises par ces autorités? Une série de mesures est prise par les autorités. La première série est du ministre des Transports et Communications au lendemain même du drame. Jean-Pierre Bemba, dans une note, a instruit le secrétaire général au transport de suspendre sans délai les commissaires lacustres et fluviaux des zones d'embarquement où ont eu lieu les naufrages afin de déterminer
les responsabilités et envisager des mesures correctives. Interdiction de la navigation de nuit. Une autre mesure, c'est une assurance obligatoire et des contrôles techniques des embarcations pour ne citer que celle-ci. Et de son côté, comme on l'a dit, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a ordonné à son tour la poursuite par les procureurs généraux de 2 provinces des actions judiciaires qui sont déjà en cours contre les auteurs de ces naufrages tragiques afin qu'ils répondent de leurs actes. Aussi, l'instruction est donnée aux 2 gouverneurs des provinces du Nord et Sud Kivu donc de prendre toutes les mesures sécuritaires et réglementaires en matière de navigation sur les lacs Kivu et Édouard et de veiller à leur respect strict. Jacquemin Chabani Louko a instruit également le gouverneur du Sud Kivu de prendre des sanctions disciplinaires à l'endroit de tous les responsables des services publics impliqués dans ces naufrages. C'est notamment la division provinciale des transports et communications, la police nationale lacustre, et la Direction générale des migrations. Il faut noter aussi que le gouvernement congolais rassure toutes les familles éprouvées de son accompagnement total pour un enterrement digne et conforme aux us et coutumes des personnes décédées dans ces naufrages. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant Dona Madimba autour de ces naufrages. Denise Lukeso, je vous remercie et bonne soirée chez vous. Merci à vous, Dona Madimba. Merci Dona Madimba et Denise Lukeso depuis Goma au Nord Kivu. Docteur Alain Mboko Yeti, je rappelle que vous êtes secrétaire général aux actions humanitaires et solidarité nationale. Vous avez suivi, comme tous les Congolais, ce énième naufrage sur le lac Kivu. Quelques membres du gouvernement se sont rendus à Goma pour s'enquérir de la situation et parmi ces ministres, il y avait celui de l'Intérieur et celle des Affaires sociales. Qu'est-ce qui a été fait pour les familles des victimes et les rescapés de ces naufrages 5 jours après? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Merci madame. Nous faisons partie de l'équipe qui a été dépêchée à côté de son Excellence Madame la Ministre des Affaires sociales et Action humanitaire pour venir accompagner la province dans la réponse à ce drame qui est survenu dans la province du Nord Kivu, des passagers provenant de cette île. Au stade actuel, ce qui a été fait, c'était le travail d'identification, notamment d'accompagner les rescapés qui sont dans les formations sanitaires pour leur prise en charge et de continuer avec la province dans la recherche des corps et d'organiser progressivement la situation pour préparer les obsèques de différents corps qui ont déjà été repêchés et qui ont obtenu l'autorisation d'inhumation par les services habilités. Alors, le bilan provisoire, selon les autorités provinciales, est de 30 morts et 80 rescapés. Un chiffre que la société civile rejette. Elle estime qu'il y aurait plus de morts. Il y a même le comité des victimes qui a été mis en place qui déclare avoir enregistré 36 morts et identifié 623 disparus. Est-ce qu'on connaît finalement le nombre exact des personnes qui avaient embarqué dans ce bateau? Non, jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore établir le nombre exact. Là, les enquêtes sont en cours par les services habilités pour savoir combien de gens avaient embarqué à partir de Minova, combien étaient à bord pour établir sur base de personnes rescapées et des corps récupérés pour savoir il y a encore combien de personnes à rechercher pour établir le bilan exact. Là, du moins, ici, nous avons les statistiques des corps sans vie qui ont été récupérés, qui sont gardés dans le morgue, et les rescapés qui ont été secourus par le service de la force navale, la police fluviale, qui sont gardés dans les hôpitaux et qui continuent à être encadrés par le service, étant donné qu'il s'agit d'un grand drame qui a causé un traumatisme de ceux qui avaient vécu cet événement.
Les recherches vont se poursuivre jusque quand? Là, ce n'est pas de notre ressort. Les autorités sont là pour faire les recherches avec les appuis qui sont attendus pour permettre de localiser l'embarcation et de voir dans quelle mesure on peut le remonter pour dégager les corps qui sont coincés encore dans cette carcasse. Alors, vous confirmez, monsieur le secrétaire général, que jusqu'à ce lundi, le bilan est de 30 morts et 80 rescapés. Le bilan de corps qui sont présents, je crois les autorités l'ont annoncé, et de personnes qui ont été enregistrées comme ayant été dans cette embarcation, qui ont été secourues. Certains sont dans les hôpitaux et d'autres sont déjà sortis. C'est ça le bilan qu'on a relayé lors de réunions auxquelles nous avons participé, partant des statistiques dont nous disposons au jour actuel. Donc de 30 morts et 80 rescapés, c'est ça? Oui, oui. Didier Moukoma, voilà, vous êtes président national, voilà, de la commission des transports à la Fédération des entreprises du Congo, fait secteur des armateurs. Exact. Alors, il y a eu ce grand drame jeudi dernier sur le lac Kivu, plusieurs morts. On a même décrété un deuil national par rapport à ce drame. Certaines personnes, une certaine opinion pointe du doigt les armateurs qui ne respectent pas les conditions d'embarquement, les conditions des voyages. Oui, merci madame, merci d'abord de m'avoir invité à cette émission. Et c'est toujours un réel plaisir de me retrouver dans ces studios pour échanger en ce qui concerne le transport fluvial. Je commence d'abord par transmettre mes condoléances aux familles éprouvées. Et c'est vraiment triste de constater que ce qui nous arrive, et c'est devenu déjà une habitude dans notre secteur, celui qui est de transport fluvial et lacustre. Vraiment, malgré toutes les mesures prises, malgré toutes les dispositions prises par les gouvernements ou soit par nous-mêmes armateurs, mais ça ne cesse jamais de nous arriver. Donc vraiment, nous déplorons et nous pensons que vraiment on va prochainement trouver des solutions en ce qui concerne ces cas d'accident. Prochainement, vous allez trouver des solutions. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de drame. Justement, bon, dire que c'est la faute des armateurs, bon, je ne pense pas que c'est seulement la faute des armateurs. C'est vrai, les armateurs ont leurs responsabilités aussi, parce que il est vrai que si un armateur prend des dispositions pour que son bateau ne puisse pas dépasser, par exemple, le nombre des passagers, toutes ces drames-là ne pouvaient pas aussi arriver. Mais de l'autre côté, on parle aussi de la faute des gouvernements parce que nous avons dans la navigation des responsables qui sont chargés pour surveiller les bateaux, par exemple, avant leur départ, c'est-à-dire les commissaires fluviaux et maritimes. Et on leur attribue aussi la responsabilité de pouvoir établir des documents que nous appelons permis de sortir à des bateaux qui ne respectent pas les conditions de chargement. Donc je pense que les fautes sont partagées, c'est un problème complexe que nous devons vraiment prendre avec beaucoup de considération afin de trouver des solutions vraiment durables. C'est pour... bon, je veux dire, on dit que c'est parce que vous voulez trop gagner que vous embarquez plus que le nombre requis. Vous corrompez même les commissaires pour qu'on vous laisse sortir. Bon, le problème aussi, c'est pas le problème seulement des transports de passagers. Même de la marchandise. Non, je voulais d'abord vous faire voir que vraiment, ici dans notre pays, nous n'avons pas tellement beaucoup de bateaux qui sont affectés au transport de passagers. Les bateaux qui viennent de connaître l'accident, normalement, c'est un bateau qui était destiné à des transports de marchandises qui a été transformé au transport des passagers parce qu'il y a des difficultés pour le moment dans cette province, vous le savez, avec la guerre. Les routes sont limitées à cause de la guerre, ce qui fait que toutes les personnes, tous les commerçants sont obligés de prendre ces modes de transport afin d'aller se ravitailler dans des petits villages. Donc, c'est pas seulement le problème des amateurs, mais c'est un problème aussi des banques de bateaux. Même sur le fleuve Congo, nous avons aussi les mêmes problèmes.
tous les bateaux ce ne sont pas des bateaux qui sont affectés au transport des passagers. Mais le problème aussi, je pense que c'est comme dans d'autres pays. Mais pourquoi vous acceptez de prendre les passagers? Voilà, vous savez, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est comme je vous ai dit. Il n'y a pas d'autre solution. Les gens sont là, les routes, comme par exemple à l'Est, je vous ai dit que quelques routes sont déjà impraticables. Et voilà, tous ces passagers sont obligés de prendre le seul moyen qui nous reste, c'est celui de transport par voie d'eau. Et donc, sur le fleuve? Sur le fleuve, c'est la même chose aussi. Nous n'avons pas de bateaux de passagers. Tous les bateaux que vous voyez et tous les passagers que vous voyez sur des bateaux, ils voyagent à bord des bateaux cargo qui sont des bateaux destinés à transporter des marchandises. Et vous verrez, ils sont là au-dessus de marchandises empruntées dans des conditions telles que vous les connaissez, qui sont vraiment inhumaines. Mais je pense que c'est là où nous allons toujours interpeller, nous allons toujours pas interpeller, mais nous demandons toujours au gouvernement de le faire comme dans d'autres pays. Et vous savez, le mode de transport des passagers, c'est un mode vraiment qui qui coûte tellement très cher, ça demande beaucoup de moyens. Et nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Donc nous avons besoin par exemple de subventions de la part de l'État. Si l'État subventionne ces modes de transport, nous serons en mesure de mettre des bateaux appropriés pour le transport des passagers. Si tel n'est pas le cas, je pense que l'État pourra prendre ses responsabilités comme à l'époque avec l'ONATRA. Et vous constaterez même qu'aujourd'hui, l'ONATRA même qui est là, il a 2 unités qui ont été réfectionnées à 100%, mais qui sont là-bas immobilisées par manque de moyens de fonctionnement. Pourquoi? Parce que faire partir un bateau, par exemple, de Kinshasa à Kisangani, ça coûte énormément cher en termes de carburant, en termes même d'eau de consommation, eau potable de consommation, en termes d'équipage, et ainsi de suite. C'est pour cela, vous voyez que ces bateaux sont immobilisés. Donc, ça demande beaucoup d'argent que l'État, normalement, comme je l'ai dit, doit subventionner les opérateurs économiques privés, ou soit lui-même peut prendre des responsabilités, mettre à disposition de la population des bateaux qui sont appropriés au transport des passagers. Et pour le moment, nous sommes obligés de le faire parce que les passagers n'ont pas un autre moyen de faire. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Les tickets d'avion Lissala Kinshasa, ça te coûte dans les $400. Est-ce que tout citoyen de Lissala est en mesure de payer $400? Et à cela, ajouter que les vols là-bas à Lissala, c'est 1 ou 2 fois par mois. Donc, c'est pour cela que vous voyez que tout le monde... Et avec les embarcations, c'est à peu près combien? Le nombre de passagers? Non, le prix. Non, le prix, non, ça dépend des capacités. Il y en a des 100 000, ça varie. Ça varie selon la capacité, la qualité aussi, ça compte aussi. Donc, en commençant par 200 000 jusqu'à... Il y en a des 1 million. Bon, pour les grands bateaux comme c'est de notre, c'est dans les 500 millions de dollars, de 500 millions de dollars. Mais ce qui coûte, ce qui est vraiment très 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 cher, c'est l'effet de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire pour faire partir un bateau, ça coûte énormément cher. Donc un bateau par exemple comme celui de Nonatra, il te prend par exemple 200 litres par heure. Il a 3 moteurs x3, ça fait 600 litres par heure, multiplié par le nombre d'heures pour faire Kinshasa Kisangani qui est à 1700 km. Donc ça coûte vraiment énormément cher. Et comme je le disais, c'est un problème complexe, il n'y a pas que seulement ça, il y a un problème aussi d'exode rural. Vous constaterez que pour le moment, dans des villages, il n'y a rien, la production, il n'y en a pas. L'agriculture, ça ne marche pas. Et tous ces gens-là, parce qu'ils n'ont rien à faire dans les villages, ils sont obligés de se déplacer à tout moment pour venir, par exemple à Kinshasa ou bien dans d'autres villes, par exemple à l'est, à Goma, pour se ravitailler ou bien faire, disons, donner des marchandises dans des villes qui sont dans des provinces. Alors on retient, M. Mukoma, que pour vous, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Tout le monde est responsable dans cette histoire. C'est comme je l'ai dit, un armateur, il doit avoir la conscience aussi parce que le bateau, c'est pas l'État qui a perdu les bateaux. Ce ne sont pas les passagers qui ont perdu les bateaux. Mais là, c'est l'armateur qui a perdu les bateaux. Et par son âme, il paraît même que le propriétaire de cette embarcation faisait partie de ces passagers. Il est décédé aussi. Donc, vous voyez que nous sommes aussi responsables et nous devons aussi prendre des dispositions, mais avec l'appui de l'État pour que nous puissions enfin réussir à ce que
ces modes de transport puissent être corrects. Lems Kiamwania, ancien directeur des cabinets adjoints au ministère des Transports et Voies des Communications, vous étiez également coordonnateur de tous les corridors des transports nationaux et internationaux. On vous reçoit encore une fois de plus dans cette émission Lems pour parler de ce énième naufrage, cette fois-ci sur le lac Kivu, et ce n'est pas la première fois. Comment d'abord vous analysez ce drame? Est-ce qu'on pouvait l'éviter? Merci Kelly pour la parole. Avant toute chose, je m'en vais présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées. Cet accident, c'est vraiment un drame. Alors, on a même du mal à regarder quelques images qui ont été partagées sur les réseaux sociaux par ceux-là qui avaient filmé les derniers moments de navigation et cet accident. Comme vous le dites, chaque accident est toujours évitable. Évitable surtout quand on regarde dans quelles conditions ces naufrages a eu lieu. On a vu effectivement un bateau qui n'était pas équilibré, c'est-à-dire un bateau qui était largement surchargé et qui avait même de la peine à pouvoir naviguer. Et on se demande comment un tel bateau a pu quitter son port d'attache et avoir un permis de sortir et aller sur les voies d'eau. C'est vraiment croyable que le commissaire lacustre fluvial puisse laisser une embarcation dans ces conditions. Parce que déjà au port d'où il est parti, c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. On aurait pu voir que cette embarcation, peut-être la charge qui était la marchandise, le nombre de personnes à bord, dépassait la capacité de charge et de chargement de cette embarcation, et on ne pouvait pas accorder le permis de sortir, et on aurait pu ainsi éviter ce drame qui est arrivé. Alors, une série de mesures vient d'être annoncée par le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre, du vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est notamment les poursuites contre les auteurs de ce naufrage tragique, afin qu'ils répondent de leurs actes. Mais bien avant, il y a le ministre de Transport qui avait déjà pris d'autres mesures. Il avait demandé la suspension immédiate des commissaires lacustres et fluviaux, une assurance obligatoire et des contrôles techniques des embarcations. C'est pas la première fois qu'on prenne ce genre de mesures. Vous pensez que ça va changer quelque chose? Oui, bon, quand je regarde les mesures qui ont été prises par le gouvernement, c'est des mesures qui sont venues en réaction à ce qui est déjà arrivé, alors que le drame a déjà eu lieu. Quand on regarde les mesures prises par le ministre de l'Intérieur, c'est pour assurer d'abord la prise en charge des deuils, que les corps soient inhumés et que les recherches se poursuivent. Les mesures prises par le vice-premier ministre en charge du transport, c'est des mesures qui souvent, quand on les prend, la population se demande est-ce que ces mesures sont suivies des faits, parce que ce n'est pas la première fois. Quand nous parlons de contrôle technique des embarcations, ce sont des mesures qu'on a déjà eu à proposer depuis longtemps. Qu'est-ce qui a déjà été fait, par exemple, dans les provinces où les anciens naufrages ont été réalisés? Aujourd'hui, avons-nous la capacité d'avoir des personnes qui peuvent le faire? Quelles sont les installations de carénage qui peuvent permettre de faire tous ces contrôles? Avons-nous aujourd'hui une liste de toutes les embarcations qui sont en train de naviguer sur les voies d'eau? Je suis surpris d'entendre ici que c'était un bateau, un navire qui n'était pas un navire passager, mais carrément un cargo qui a été transformé. C'est-à-dire, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Aujourd'hui, comme on avait dit, il est temps de mettre la plupart des embarcations à la chaîne et de demander que la plupart des embarcations passent les visites de carène. Parce que si on se dit, on va faire on annonce les mesures, mais sur le terrain, la population ne constate rien et que ces navires-là qui ne sont pas en état de naviguer continuent à prendre nos voies d'eau, d'un mois à un autre, on va encore constater qu'il y aura un autre naufrage. Si vous vous rappelez bien, à la dernière émission qu'on a fait il y a moins de 45 jours, on avait dit que si le gouvernement n'agit pas, on attend encore qu'il y ait un autre naufrage. Et voilà, le naufrage est arrivé. Je pense qu'aujourd'hui, ces mesures-là, il ne faut pas qu'on les limite seulement à les prendre de manière théorique. Il faudrait qu'il y ait vraiment des mesures très rigoureuses. Je crois que les premières mesures devraient être de voir que tous ces navires qui ne sont pas passés par des visites de carène,
qui ne sont pas allés en carénage depuis peut-être 2 ou 3 ans, on doit interdire carrément à ces navires de pouvoir naviguer. Parce que si on ne le fait pas, ça va être compliqué. Et ensuite, qu'on regarde les conditions de navigabilité de ces navires, qu'on regarde les capacités que nous avons en termes de commissaires fluviaux et lacustres, est-ce qu'ils ont été formés, est-ce qu'ils ont des licences qui ont été mises à jour? C'est toutes ces conditions-là qui remettent en cause les conditions de navigabilité de l'ensemble du sous-secteur fluvial et lacustre aujourd'hui qui est sujet à caution. C'est vraiment triste d'assister chaque fois de telles morts et que les mesures prises par les gouvernements, la population ne sent pas effectivement que on prend des mesures qui permettent de résoudre définitivement cette question. Il n'y a pas de suivi. C'est comme si on assiste à un puissant. Voilà, il n'y a pas de suivi et les mesures ne sont pas assez rigoureuses. C'est pourquoi, les amis, combien de commissaires fluviaux lacustres ont déjà été suspendus? Je crois que c'est à chaque naufrage qu'on les suspend. Et ça change quoi? Parce que c'est lui qu'on va mettre à la place qui va les remplacer. Lui aussi, il va agir de la même manière. Nous parlons de contrôle technique ou bien de visite de ces embarcations. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Quelle est la liste qu'on nous annonce que voilà, depuis il y a eu tel naufrage, autant de navires ont été interdits de naviguer? Ce sont là des mesures concrètes qui peuvent montrer à la population que le gouvernement prend réellement ces problèmes à bras-le-corps. C'est là que nous encourageons les gouvernements à aller au-delà de la simple annonce des mesures et à prendre des mesures draconiennes pour arriver à mettre fin à ces drames que nous sommes en train de vivre sur nos voies d'eau ces derniers temps. Docteur Alain Bokoyeti, le gouvernement prend des mesures, mais après, il n'y a pas de suivi. On revient encore sur les mêmes mesures. Qu'est-ce qui se passe là? Je crois que les mesures qui sont rappelées, il s'agit des exigences qui sont connues et qui peut-être ne sont pas suivies. Et quand on analyse, il y a des mesures qui se rapportent à la qualité des embarcations, le contrôle technique, les exigences du personnel navigant. Ça, c'est la première série de mesures qui doivent être suivies par les services du ministère des Transports. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de mesures, c'est en rapport même avec le chargement, le tonnage et le suivi du tonnage pour que chaque catégorie d'embarcation a un certain tonnage et comment on contrôle ces niveaux de chargement. Le troisième niveau, c'est notamment les autorisations des déplacements. Combien de gens, quelles sont les précautions qui accompagnent? On sait que dans la navigation, puisqu'on navigue sur l'eau, il y a des bouées de sauvetage, les gilets de sauvetage, toutes ces mesures. Et ça, on les a rappelés. Et dans ces contextes, c'est de revigorer le contrôle. Qu'est-ce qui devait être fait? Et si on lit les mesures, on voit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de prendre des sanctions envers les services étatiques qui ont des responsabilités et qui ont montré une certaine négligence. Ça, c'est le premier volet. Mais quand on voit, il y a aussi toute la question de la disponibilité de moyens de transport pour sécuriser la population. Donc c'est là où la responsabilité de l'État est en partie engagée, mais d'autre part aussi la population. Même s'il n'y avait pas d'embarcation, on voit comme si la sensibilisation doit aussi aller de pair pour que la population ne se donne pas ces risques de prendre une embarcation qui visiblement déjà posait problème. Donc ce sont ces mesures que l'État a rappelées, mais pour lesquelles il faut aller vers les sanctions pour que des cas pareils ne se répètent pas. Alors, on va prendre ces auditeurs qui sont en ligne, qui veulent aussi intervenir pour donner leur point de vue, leurs avis sur le sujet de ce soir, direction Kisangani, dans la province de la Chopo, pour écouter ces auditeurs. Je m'appelle Jean Kédefonga Malumalu depuis Kisangani, province de la Chopo. Les mesures prises par le gouvernement congolais après le naufrage du bateau MV Merdi semble être un pas dans la bonne direction, mais elle soulève également des questions sur leur efficacité à long terme.
La poursuite des responsables pourrait dissuader d'autres négligences, mais elle dépend de la rigueur avec laquelle ces poursuites seront menées. À mon humble avis, la suspension des commissaires laquistes et fluviaux et l'imposition des contrôles techniques et d'assurance obligatoires sont des initiatives importantes pour renforcer la sécurité des transports. Cependant, pour éviter la répétition de tels accidents, il serait également nécessaire de mettre en place des formations continues pour les opérateurs et de sensibiliser les usagers sur les normes de sécurité. Enfin, une évaluation systématique des infrastructures et un investissement dans la modernisation du transport fluvial pourrait contribuer à prévenir de futurs naufrages. Une approche globale et anticipative est essentielle pour garantir la sécurité des embarcations sur les lacs Kivu et dans d'autres voies navigables du pays. Didier Mukoma, que pensez-vous du point de vue de cet auditoire de Kisangani? Bon, justement, comme je l'ai dit normalement, je vais rappeler que ce sont des mesures qui existent déjà. Les autorités n'ont fait que rappel. Et c'est comme d'habitude, il y a un problème d'applicabilité ici de mesures par la population et aussi les membres du gouvernement, disons de l'État. Toutes ces mesures, ça existe déjà même dans les codes de navigation, mais vous constaterez que ça prend vraiment ça prend l'ampleur quand les ministres, par exemple, viennent de les énoncer. Mais après 1 mois, 2 mois, c'est fini et tout le monde va oublier. Ça sera oublié. Oui. Et aujourd'hui, j'ai remarqué, j'ai vu des photos, par exemple, à Goma, j'ai vu des bateaux, tous les passagers ont envoyé des photos avec des gilets de sauvetage. Mais après un temps, bon, on va oublier et ils vont commencer à voyager sans gilet de sauvetage. Il n'y a pas de contrôle, au fait. Donc, il n'y a pas de contrôle et puis je pense que c'est l'autogouvernement aussi de prendre des dispositions de façon que tous ces agents qui sont commis au contrôle, que ce soit des agents qui sont bien formés, parce que je pense que si j'ai une bonne mémoire, l'équipe des commissaires fluviaux qui était passée à l'école de navigation pour une formation, ça date, je crois, depuis de 7 ans. Donc l'équipe qui est pour le moment là, c'est une équipe qui n'est pas formée. Et comme vous le savez aussi, la plupart de ces commissaires fluviaux, ce sont des gens qui n'ont pas été formés, ce sont des gens qui sont engagés par des relations. Et là aussi, c'est là où je rappelle, il y a toujours un petit conflit de compétences entre le gouvernement central et le gouvernement provincial, parce qu'un commissaire fluvial, tel qu'il est là, il dépend des autorités. Donc, il dépend du gouverneur de la province dans laquelle il exerce les fonctions, et aussi techniquement, il dépend du ministre national des Transports. Ce qui fait que des fois, nous avons constaté à plusieurs reprises, quand il s'agit du ministre national qui prend une sanction sur le commissaire fluvial, le gouverneur de la province peut s'opposer. Et alors, il est difficile de gérer quelqu'un qui n'a pas une autorité directe qui peut les sanctionner. Ça, c'était une parenthèse. Mais je pense que vraiment, il faudra qu'il y ait un suivi par rapport à des mesures qui sont connues, qui sont dans les codes de la navigation. Mais surtout aussi, j'insiste qu'il faut vraiment qu'il y ait des bateaux appropriés pour le transport des passagers. Que l'État mette en place ou achète des bateaux. Justement, c'est comme je l'ai dit, il y a des solutions. Ou soit c'est l'État qui met les bateaux en place pour le transport des passagers, ou soit il subventionne les privés pour assez qu'ils puissent mettre en place les bateaux affectés au transport, habilités au transport des passagers sur les lacs et puis si toutes les voies d'eau en République démocratique du Congo. On va écouter cet auditeur de Kinshasa. Ça sera pour vous, Lems Kamwania. Passia Biamungu Rukuba depuis la ville-province de Kinshasa. Ce sont des mesures qui malheureusement seront appliquées et respectées pendant une semaine seulement. La semaine suivante, les uns vont défaillir dans leur mission d'application des dites mesures, d'autres vont les fouler aux pieds et revenir à leurs anciennes pratiques. Notre gouvernement doit éviter de faire les médecins après la mort et prévenir par une administration lacustre de proximité permanente et rigoureuse plutôt que courir toujours derrière les événements. J'en appelle aussi à la responsabilité des usagers
ou passagers de ces engins acquis par l'obligation d'un gilet de sauvetage avant l'embarcation et aussi s'assurer du respect des tonnages. Lems Kamwania, dans la première partie de son intervention, il vous rejoint un peu, dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais là, il faut aussi interpeller la population, les usagers, les passagers, ces gens qui prennent ces embarcations. Oui, mais le problème, c'est ce qui a été évoqué en partie par M. Didier Mukoma, qui est le co-débatteur dans cette émission. Vous savez, on dit souvent que la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, l'insuffisance des moyens de mobilité sur l'ensemble du pays, sur l'ensemble des sous-secteurs, secteurs de transport, cette insuffisance fait que tout le monde se précipite pour prendre les premiers moyens qui se présentent. Je prends le cas du secteur aérien. Il y a des villes où les gens, pour embarquer par exemple dans un avion, c'est une course. Les gens se bousculent, ce qui ne peut pas exister parce que quelqu'un qui doit embarquer dans un avion, chacun est supposé avoir un siège. Et une compagnie ne peut pas overbooker. Maintenant, comment il s'est fait que la population, quand on dit, bon, c'est l'embarquement, tout le monde commence à courir, c'est le plus fort, c'est le plus rapide qui doit prendre la place à bord de l'avion. Comment on peut imaginer aujourd'hui qu'il y a un naufrage, un bateau qui a quitté un port, on n'a pas de manifeste, on ne connaît pas qui était à bord de ces navires. C'est-à-dire, il y a des choses qui se trafiquent en dernière minute, il y a des gens qui se disent, si je rate ces bateaux-là, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai la prochaine occasion. Donc, c'est toutes ces questions-là, quand vous êtes à l'intérieur, les gens, c'est la mort dans l'âme qu'ils s'adonnent. Et là, il faudrait qu'on regarde au niveau du gouvernement comment faire en sorte qu'on assure la sécurité des personnes et de leurs biens en créant des conditions ou en mettant à leur disposition des moyens qui leur permettent de pouvoir voyager dans les conditions qui sont acceptables. Sinon, on va accuser les pauvres. Parce que vous voyez ce qui arrive dans ces milieux. Certains, ils meurent avec leurs marchandises. Les gens, ils se disent, j'entre là, je vais aller avec vos marchandises, je vais vendre. C'est aussi un moyen de survie. Donc, le problème peut être multiforme. Et si on le prend sous un seul angle, on risque de fausser l'analyse. Donc, je crois que c'est ça. Mais la grande responsabilité repose une fois sur le gouvernement qui doit assurer les meilleures conditions. Même les privés, il est en train de poursuivre les lucres. Pour lui, il peut se dire, mais plus qu'il y a des gens, en plus, si le bateau peut tenir, ça peut tenir pourvu que je puisse maximiser mon profit. Mais sans savoir les dangers qu'il fait courir à toute une population. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un désordre organisé au niveau des services qui opèrent dans les ports ou dans les lieux disons dans les ports? Bon, peut-être c'est de manière polie que vous l'appelez un désordre organisé. C'est que les gens sont soudoyés. On donne de l'argent, ils ferment les yeux, ils laissent les gens embarquer comme ils veulent, ils délivrent les permis, c'est la corruption. C'est ce qui existe. Alors quand vous voyez à la base de ça, vous êtes quelqu'un qui travaille, on vous dit qu'il n'est pas matriculé, qu'il n'a pas de salaire, mais vous les laissez prendre une grande responsabilité sur la vie des paisibles citoyens. C'est toutes ces questions-là qu'il faut examiner. Monsieur Didier a évoqué le cas de dire qui est celui qui a été nommé comme commissaire lacustre ou fluvial. Aujourd'hui, on peut se dire, nous suspendons celui qui est là. Est-ce que nous savons qui va le remplacer? A-t-il été formé? Nous savons celui qui est à la manœuvre, qui est le commandant qui conduit les bateaux. Est-ce qu'il a une licence qui est valide? Qui doit faire toutes ces vérifications avant de délivrer ses permis de sortir pour un bâtiment, pour un bateau, ou pour un navire? Je pense que c'est toutes ces questions-là. Quand vous les regardez et vous voyez ce qui se passe dans les coins et les recoins à l'intérieur du pays, ce n'est pas un désordre organisé. Les gens s'arrangent, chacun trouve son compte à sa manière et la vie continue pourvu compris qu'on arrive à bon port. Sinon, autrement, on déplore tous ces cas qui arrivent. Et ça remet encore à la table la question de rendre efficace l'intervention de l'État, l'effectivité du pouvoir de l'État pour assurer les contrôles appropriés avec rigueur et efficacité, mais dans l'intérêt supérieur de la population. Ils sont nombreux, ces internautes qui nous suivent sur la page Facebook de Radio Okapi. Saddam HK, je tiens à vous informer que des véritables gilets de sauvetage ne sont pas au marché de Bukavu et Goma. On y trouve seulement des gilets d'aide à la flottabilité. Voilà. Luanda Mouima, parfait.
nous n'avons plus de mots par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes fatigués et sacrifiés par nos autorités politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Nous demandons seulement la réouverture de la route Goma-Minova. Les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Fin de citation. C'est Luanda Muhima Parfait qui nous écrit. On va prendre le dernier auditeur qui appelle depuis le Kasaï. François Okunji Langue, depuis Kasaï. Les mesures disciplinaires doivent concerner tous les services œuvrant au port, sans distinction, comme commissariat fluvial, police des ports, forces armées de la République démocratique du Congo des ports, direction générale des migrations des ports, agence nationale des renseignements des ports et tous les services d'assiette qui accompagnent les régies financières provinciales et nationales dans la mobilisation et maximisation des recettes de l'État. Tous ces services devraient veiller à la charge à prendre par les embarcations et les transporteurs en calculant le tonnage et non une sanction sélective comme nous l'apprenons par le ministère de la Justice. Nous parlons en connaissance de cause de tout ce qui se fait aussi à Ilebo, au port d'Ilebo et le deuxième port Franqui, que les services qui interviennent là. Docteur Alain Bokoyeti. Oui, je crois que les recommandations vont leur pesant d'or. Il y a d'abord la notion d'exposition. Le manque d'embarcations répondant aux critères expose la population à prendre n'importe quelle embarcation avec le risque. Là, c'est le premier élément, qu'il doit y avoir des investissements pour permettre de garantir à la population des moyens de transport sécurs. Vous vous rappelez qu'à un certain moment, à Kinshasa, on a parlé de véhicules qui s'appelaient Esprit de mort. Et on avait demandé qu'on enlève sur les routes tous ces esprits de mort. Et de même, au niveau de la navigation lacustre, pluviale et maritime, on doit arriver à avoir ces embarcations sécures qui permettent de garantir la sécurité de la population et des déplacements. Ça, c'est une responsabilité de l'État. Mais aussi, ceux qui veulent investir dans ce domaine doivent aussi respecter les normes. Il y a la question de contrôle de conformité. On a des normes et les normes ne peuvent être respectées que si on a des services dotés de capacités pour vérifier la conformité et avec le pouvoir des sanctions. Et quand on voit, derrière cela, il y a la formation du personnel, les co-débatteurs l'ont évoqué. Mais derrière tout cela, il y a une grande question. La déontologie de ceux qui travaillent avec, derrière tout cela, la corruption et des choses qui se passent qui font qu'on passe outre les exigences et c'est ce qui nous rattrape. Donc, si nous voulons garantir la sécurité de la population, il y a des mesures. On doit se doter de moyens de le contrôler et sanctionner ce qui se passe de ces moyens. On peut dire, docteur Alain Mboko, que la grande défaillance vient du côté de l'État, du gouvernement. Non, c'est pas seulement du côté de l'État. Je vois aussi... Mais c'est l'État qui est le premier responsable parce qu'il n'y a ni contrôle, les gens se font corrompre, les services au port se font corrompre pour laisser passer des embarcations qui ne respectent pas les normes, des embarcations surchargées qui passent au vu au sud de tous ces services qui sont au port. Oui, c'est parmi les éléments à prendre en compte, mais aussi, et comme je le disais, la population qui voit déjà le risque, il essaie de braver ces risques comme si c'est la seule embarcation, si on la prend pas, la vie s'arrête. Et ça aussi, on doit avoir cette hantise de savoir que quand on voit le risque, on peut avoir un peu de retenue. Ça, c'est aussi un volet sur lequel le média doit sensibiliser la population pour savoir qu'il y a le risque. Et quand on prend une embarcation, il y a le risque, mais quelles sont les mesures pour se protéger contre le risque? Ça, c'est aussi un autre volet. Quand on voit, par exemple, que le tonnage est limité, on fait pression sur l'armateur pour prendre place et en ce moment-là,
on s'expose au risque et voilà les conséquences auxquelles on arrive. Mais l'État devrait aussi disponibiliser ou mettre à la disposition de la population des bateaux modernes qui respectent les normes. Ça, nous l'avons dit. C'est la responsabilité première de l'État de garantir la sécurité, la protection de sa population par le moyen qui inspire confiance, le moyen sécure et le moyen avec le personnel navigant formé à jour et avec des dispositifs de contrôle. Ça, c'est le premier élément, que c'est déjà une recommandation qui a été dite, que dans la mesure du possible, que l'État le fasse, et que s'il y a ceux qui veulent investir dans ces domaines, qui respectent les normes. Voilà, c'est autant d'éléments sur lesquels, et quand on analyse le contexte, pourquoi un trajet où les gens emprunter le véhicule et il commence par passer par la voie lacustre, c'est parce qu'il y a la question de la guerre, il y a la question de la fermeture des routes, autant d'éléments qui doivent être bien analysés pour que toutes les mesures soient prises pour sécuriser la population dans ces contextes particuliers de deux provinces qui sont confrontées à ces questions des guerres, des groupes armés, mais avec les répercussions sur la population. Merci, Dr Alain Boko. Je rappelle que vous êtes secrétaire général aux actions humanitaires et solidarité nationale. On va considérer cela comme votre conclusion. Merci à nos auditeurs qui nous suivent depuis Rutshuru au Nord Kivu, grâce à la radio UPDECO FM sous la 90.3. Merci beaucoup, Destin Deka. Didier Mukoma, votre conclusion. Ces mesures, vous pensez vraiment que cette fois-ci, elles seront respectées? En tout cas, je ne pense pas que les mesures seront respectées. Et c'est comme je le disais, par exemple, nous avons au niveau de l'Est, il y a un problème de sécurité, ce qui fait que des gens sont obligés à prendre un seul moyen de transport qui existe, qui est celui des voies d'eau. Il y a des routes qui sont coupées, il y a des routes qu'on doit réhabiliter. Par exemple, on a parlé de la route de Goma à Minova qui doit être réhabilitée. Et tout cela, ce sont des facteurs qui font que nous devons beaucoup y réfléchir pour que nous puissions trouver des solutions. Allez-y, rapidement. Oui, de l'autre côté, par exemple, de ce côté-ci, nous sommes obligés de mettre en place ces conseils qu'on appelle Conseil supérieur de la navigation, qui est une structure qui réunit tous les intervenants de ce secteur de transport par voie d'eau. Et c'est ce secteur-là qui pourra trouver des solutions régulièrement pendant des rencontres organisées de façon que nous puissions éviter ce genre d'accident. Merci. Destin Mosengo, c'est très désolant de constater des mesures prises d'une manière intempestive, allant dans le sens de sanctionner les responsables du bateau, mais aucune initiative n'est entamée pour réglementer le trafic fluvial. Les autorités congolaises ont toujours l'habitude de se réveiller tardivement pour après le drame. Tout le monde veut prendre une décision après le drame, mais personne n'a songé à réglementer ce secteur au préalable. Lemso Kamonia, votre conclusion? Oui, moi je pense que il faudrait avoir une approche globale avec toute une batterie de mesures rigoureuses et trouver des solutions qui devraient être à court terme pour pallier aux plus urgents, à moyen terme et à long terme. C'est lorsqu'on aura une telle approche globale qu'on peut se dire qu'on va résoudre définitivement ces problèmes et regarder tous les contours de la question. Aujourd'hui, prendre des mesures sur les actions qui interviennent, on ne règle pas les problèmes en profondeur et les mêmes causes vont encore reproduire les mêmes effets. Alors, Bandeko Tolandi Diba, il a ordonné les généraux à Nord Kivu et Sud Kivu de faire sorte occasionnée de répondre les actes. Boyo ki batu wana mutamuta olo banandenge na yi. To mutamuta pesa point de vue na yi. Toza la démocratie. Bandeko situation comme Elibiso. Le ministre des Transports Bemba a suspendu les commissaires Lacus et Fluvio avant d'exiger des contrôles techniques.
Alors, l'autorisation est désormais accordée aux familles éplorées et de procéder à l'enterrement des corps déjà retrouvés. Donc, 34 battus déjà, les corps les a retrouvés. Alors, les autres salamawa, 34 morts. La citation oyo est créée makambo ebele. Na makambo bagera les banzela mabele musuma bakende yate, faut bakenda nzela mai, donc batu ba intervenir ndenge na ndenge. Mais l'autre senga ba congolais la tozala parce que ba situation boui. Ezo sala pena kitoko te. Alors, Bolandi secrétaire général humanité et la solidarité, Bolandi président national à transport à fédération entreprise à Congo FEC, et puis Bolandi ancien directeur du cabinet adjoint ministère des transports et voies et communications. Où il y a tous les corridors de transport nationaux et internationaux, parce que la situation est vivre. Na Rwanda, ils ont moka ba cause oyo. Ils ont sala bien dit. Et on se senga ba congolais, toza la bomoko, na ba situation toza nango. Parce que les situations sont comme ma bé. Alors, dans les situations sont comme ma bé, bandeko, et so senga vraiment situation yo batuba résoudre ngo eza na kimi. Bana mboka, soto otala dossier oyo eza mawa. Eza pasi pour son azotala donc eza mawa. Bandeko, c'est grave. La situation to parcourir. Donc, on a clairement été payé, nous avons menacé. Il y a un alors, Banamboka, bino nyonso bolandi débat, bino pe bo commenter, bo continuer ko s'abonner à la chaîne Oyo RD Congo Basango. Au revoir, à la prochaine.